Vous pensez qu'un signe vous donne le droit de jouer à Dieu? L'officier Stéphane le croyait certainement. Il a vu deux jeunes jumeaux noirs dans une voiture de luxe et a décidé que leur avenir s'arrêtait ce soir-là. Il a fabriqué des preuves. Il s'est moqué de leur larméarie lorsqu'ils ont supplié de passer un seul appel téléphonique. Mais il n'avait pas vérifié la plaque d'immatriculation. Il n'avait pas vérifié qui avait signé la carte grise. 10 minutes après les avoir jetés dans une cellule, les portes du commissariat se sont ouvertes à la volée et la couleur a quitté son visage. Car l'homme qui entrait n'était pas seulement leur père. Il était le seul homme capable de briser la carrière de Stéphane en un seul mot. Voici l'histoire d'un flic corrompu qui a arrêté la mauvaise famille et a affronté le marteau brutal de la justice. Le soleil de fin d'après-midi se reflétait sur le capot immaculé de la Citroën DS21 Palace de 1970. C'était un chef-d'œuvre de l'élégance française, peinte d'un bleu nuit profond, ses lignes futuristes et sa suspension hydraulique glissant sur la route. Au volant se trouvait Lucas, 17 ans, ses mains serrant le volant monobranche avec un mélange de respect et d'excitation adolescente. Sur le siège passager, sa sœur jumelle Manon était occupée à régler la radio, ses tresses oscillant alors qu'elle riait d'une remarque de l'animateur. Ils étaient à moins de 5 km de leur domicile, une superbe maison de campagne près d'Amboise, dans la vallée de la Loire. C'était une promenade de célébration. Ils venaient de récupérer la voiture chez le restaurateur, un cadeau d'anniversaire de leur père qui avait nécessité 3 ans de travail méticuleux. Mais pour le sergent Stéphane, garé dans sa voiture de patrouille derrière un panneau publicitaire pour des avocats spécialisés en divorce, il n'était rien d'autre que des cibles. Stéphane abaissa ses lunettes de soleil aviateur, plissant les yeux alors que la DS21 passait dans un ronronnement feutré. Il ne voyait pas 2 élèves inscrits au tableau d'honneur. Il ne voyait pas les enfants de l'un des esprits juridiques les plus respectés de l'État. Il voyait 2 jeunes noirs dans une voiture qui coûtait plus cher que toute sa future retraite. Centrale, ici l'unité 4 Alpha, marmonna Stéphane dans sa radio en enclenchant la vitesse. J'ai 1 octobre 2028 sur un véhicule suspect. Citroën DS21 bleu nuit. Ça ressemble à une virée joyeuse, peut-être volée. Les occupants correspondent au signalement de. Eh bien, disons qu'ils n'ont pas l'air d'être les propriétaires de la carte grise. Il n'attendit pas de confirmation. Il alluma le gyrophare. À l'intérieur de la Citroën, l'estomac de Lucas se noua lorsque les lumières bleues et rouges inondèrent le rétroviseur. C'est une blague, chuchota-t-il en levant le pied de l'accélérateur. Ne panique pas, Lucas, dit Manon, bien que sa voix tremblât. Nous ne roulions pas vite. Nous sortons littéralement du garage. Garde juste tes mains sur le volant. Lucas se gara sur le bas-côté poussiéreux de la route départementale. Il baissa la vitre et plaça ses 2 mains à la position 10h10, exactement comme son père le lui avait répété 1000 fois. Être poli. Être clair. Ne pas faire de mouvements brusques. Stéphane prit son temps pour approcher. Il ajusta son ceinturon, laissant sa main reposer nonchalamment mais de manière menaçante près de son holster. Il marchait avec l'arrogance d'un homme qui croyait que la loi était quelque chose qu'il possédait, et non qu'il servait. Il s'arrêta à la fenêtre, regardant Lucas de haut avec un rictus qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux gris et froids. Permis et carte grise, aboya Stéphane, sans même prendre la peine de saluer. Bonjour, monsieur l'agent, dit Lucas, la voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. La carte grise est dans la boîte à gants. Mon permis est dans ma poche arrière. Puis-je les attraper? Stéphane rit, un son sec et dur. Regardez-vous, avec votre petit discours tout répété. Qui t'a appris ça? Ton officier de probation? Manon se raidit. Notre père lui a appris ça. Et nous n'avons pas d'officier de probation. Est-ce que je t'ai parlé, ma jolie? Claqua Stéphane en se penchant vers la fenêtre. Ferme ta bouche à moins que tu ne veuilles passer la nuit en centre de détention pour mineurs. Il se retourna vers Lucas. Sors de la voiture. Monsieur l'agent, j'ai demandé si je pouvais prendre mon permis. J'ai dit, sors de la voiture. Hurla Stéphane en arrachant la poignée de la portière. Il attrapa Lucas par le col de son blouson de lycée privé et le tira sur les graviers. Lucas trébucha, essayant de garder l'équilibre, mais Stéphane lui écarta les jambes d'un coup de pied, le plaquant contre le flanc de la voiture de collection. « Et, ne le touchez pas !» cria Manon en détachant sa ceinture de sécurité. « Reste à l'intérieur. »
Stéphane pointa un doigt vers elle, le visage rougeaillant. Où tu es la suivante. Stéphane fouilla Lucas agressivement, ses mains cherchant tout ce qu'il pourrait utiliser. Lorsqu'il ne trouva rien d'autre qu'un portefeuille et un téléphone portable, il sembla déçu. Il fit pivoter Lucas et le poussa vers l'arrière de la voiture de patrouille. « Pourquoi suis-je arrêté ?» demanda Lucas, des larmes de frustration piquant ses yeux. « Je n'ai rien fait. » Suspicion de vol de véhicule, mentit Stéphane avec aisance. Cette voiture a été signalée volée. C'est un mensonge. Hurla Manon en sortant de la voiture, tenant les papiers d'immatriculation qu'elle avait saisis dans la boîte à gants. Tenez, regardez les papiers. C'est au nom de Delacroix. Nicolas Delacroix. Stéphane se figea une fraction de seconde au nom de Delacroix, mais son arrogance l'emporta sur sa prudence. Il arracha les papiers des mains de Manon sans même les regarder. Il les froissa en boule et les jeta dans le fossé. Les papiers, ça se falsifie, ricana Stéphane. Il saisit le poignet de Manon, le tordant derrière son dos. Entrave à la justice. Résistance à l'arrestation. Vous venez tous les deux faire un tour. Alors qu'il les poussait tous les deux sur la banquette arrière exiguë de sa voiture, Lucas regarda l'officier, ses yeux implorants. S'il vous plaît, monsieur, laissez-nous juste passer un coup de fil. Notre père, il nous attend. Stéphane claqua la portière, marmonnant à travers la vitre, votre papa pourra venir vous chercher au poste s'il a les moyens de payer la caution. Stéphane s'installa sur le siège conducteur, souriant à son reflet dans le rétroviseur. Il se sentait puissant. Il avait attrapé 2 voyous dans une bagnole volée. Ça allait être une bonne journée. Il ne se doutait pas qu'il venait d'enclencher le compte à rebours de sa propre destruction. Le trajet jusqu'au commissariat fut un cauchemar de silence. Lucas et Manon étaient assis à l'arrière, leurs épaules se touchant, communiquant leur peur par des respirations tremblantes. Lucas observait l'arrière de la tête de Stéphane, mémorisant chaque détail. La coupe en brosse, le cou épais, la façon dont il fredonnait sur une station de radio locale tout en détruisant 2 vies. Lorsqu'ils arrivèrent au poste, Stéphane fit son spectacle. Il les fit parader à travers l'open space, les poussant en avant chaque fois qu'ils ralentissaient. Le commissariat était animé. Les téléphones sonnaient. D'autres officiers tapaient des rapports ou buvaient du café. Quelques têtes se tournèrent. Certains officiers semblaient indifférents, habitués à voir des adolescents menottés. Mais un agent de bureau plus âgé, une femme nommée Monique, fronça les sourcils en regardant Stéphane pousser les jumeaux vers le bureau des enregistrements. Elle vit leurs vêtements soignés, coûteux. Elle vit leurs expressions terrifiées et confuses, si différentes des regards endurcis qu'elle voyait habituellement. Et elle vit le blouson neuf que portait Lucas, orné du blason du « lycée privé Saint-Jude ». « Stéphane » appela Monique en se levant. « Qu'est-ce que tu nous ramènes là ?»« Vol de véhicule, Monique. » annonça Stéphane bruyamment en bombant le torse. « Je les ai chopés en virée dans une Citroën DS 21 Palace. Modèle de collection, ça vaut probablement 100 000 €. Pas moyen que ces deux-là puissent se payer l'essence, encore moins la voiture. Tu as passé les plaques ? Demanda Monique, les yeux plissés. Le système était en panne dans la voiture, mentit Stéphane sans effort. Pas grave. Je reconnais une bagnole volée quand j'en vois une. En plus, ils ont résisté. La fille a essayé de m'arracher les yeux. Manon haleta. C'est faux. Je vous ai tendu la carte grise et vous l'avez jetée dans le fossé. Silence. Stéphane frappa du plat de la main sur le comptoir. Enregistrement immédiat. Il les traîna vers les cellules de garde à vue. Il ne les mit pas dans la zone réservée aux mineurs, ce qui était le protocole. Il les jeta dans l'une des cellules temporaires pour adultes, une boîte en béton froide qui sentait l'eau de javel et l'urine. Il ne les démenota que pour les pousser à l'intérieur et claquer les lourds barreaux de fer. Profitez du confort, ricana Stéphane. Je reviendrai dans 1 heure pour prendre vos dépositions. Peut-être que d'ici là, vous serez prêt à me dire à qui vous avez vraiment volé la voiture. S'il vous plaît, supplia Lucas en agrippant les barreaux. Je dois appeler mon père. C'est mon droit. Des droits ? Stéphane rit en s'éloignant. Vous avez renoncé à vos droits quand vous avez volé cette voiture. 10 minutes passèrent.
puis vint. À l'intérieur de la cellule, Manon pleurait doucement sur le banc en métal. Lucas faisait les 100 pas. Il savait qu'il devait rester calme, mais la terreur lui serrait la gorge. Il vérifia ses poches. Stéphane avait pris leur téléphone. Il avait jeté la carte grise. Lucas, chuchota Manon. Il va enterrer les preuves. Qui va nous croire face à un flic? Papa nous croira, dit Lucas fermement. Il va le découvrir. On est en retard pour le dîner. Il suit nos téléphones. Pendant ce temps, dans les bureaux, Monique ne parvenait pas à se débarrasser de son mauvais pressentiment. Elle regarda le registre où Stéphane avait griffonné les détails. Véhicule, Citroën DS 21 Palace 1970, bleu nuit. Elle se rassit à son ordinateur. Le système n'avait pas été en panne. Stéphane était juste paresseux, ou pire. Elle tapa la description du véhicule et vérifia les enregistrements récents dans la région d'Amboise. Cela apparut immédiatement. Propriétaire, Nicolas Delacroix. Adresse, 440 chemin du Sommet, Amboise. Le visage de Monique devint blême. Elle cliqua sur le profil du propriétaire pour plus de détails. L'écran s'actualisa et son cœur faillit s'arrêter. Nicolas Delacroix. Poste, procureur de la République. Ancien magistrat respecté. Elle regarda à nouveau la fiche d'arrestation. Suspect, Lucas Delacroix, Manon Delacroix. Oh mon Dieu, chuchota Monique. Elle se leva si vite que sa chaise bascula. Elle regarda vers la salle de pause où Stéphane se versait actuellement un espresso frais, riant avec un autre officier de l'arrestation facile qu'il venait de faire. Monique ne courut pas vers Stéphane. Elle courut vers le bureau du capitaine. Le capitaine Jean était un homme fatigué, s'ensevelissant sous la paperasse pour éviter la politique du métier. Il leva les yeux, agacé, lorsque Monique fit irruption sans frapper. Ça a intérêt à être important, Monique, grommela Jean. Ce n'est pas important, chef, dit-elle, la voix tremblante. C'est une catastrophe. Stéphane vient de ramener 2 gamins pour vol de voiture. Et alors? Chef, il n'a pas vérifié les plaques. Je l'ai fait. Elle plaqua l'impression sur son bureau. La voiture appartient à Nicolas Delacroix, le procureur de la République. Les enfants en cellule. Ce sont ses jumeaux. Le capitaine Jean fixa le papier. La couleur quitta son visage jusqu'à ce qu'il ressemble à un fantôme. Il connaissait Nicolas Delacroix. Tout le monde dans les forces de l'ordre connaissait Nicolas Delacroix. L'homme était un croisé contre la corruption policière. Il avait fait tomber plus de mauvais flics que de trafiquants, et il était connu pour son impitoyabilité au tribunal. Où sont-ils? Chuchota Jean. Cellule 4. Stéphane les a mis en détention générale. Sortez-les de là, rugit Jean en se levant précipitamment. Sortez-les maintenant et amenez-les dans mon bureau. Et pour l'amour de Dieu, amenez-moi Stéphane avant que je ne le fusille moi-même. Mais c'était trop tard. À l'entrée principale du commissariat, les lourdes doubles portes ne s'ouvrirent pas simplement. Elles furent pratiquement dégondées. Le hall devint silencieux. Là se tenait un homme grand et imposant dans un costume anthracite sur mesure. Il irradiait une fureur froide et terrifiante. Il était flanqué de 2 hommes en costume sombre, sa sécurité privée, et d'une femme tenant une mallette qui semblait prête à poursuivre la ville entière jusqu'à la faillite. Nicolas Delacroix était arrivé, et il ne venait pas demander grâce. Il était là pour recouvrer une dette. Le silence qui s'abattit sur le hall du commissariat fut absolu. C'était le genre de silence habituellement réservé aux démineurs ou aux cortèges funèbres. Nicolas Delacroix ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Il marcha vers le haut comptoir où l'officier de service, un jeune homme, était assis la bouche légèrement ouverte. Nicolas posa ses 2 mains sur le comptoir. Ses ongles manucurés cliquetèrent contre le stratifié, un son qui résonna comme un coup de feu dans la pièce calme. « Je m'appelle Nicolas Delacroix, dit-il, sa voix étant un grondement sourd de pression tectonique contrôlée. Vous avez mes enfants, Lucas et Manon. Je vous donne exactement 10 secondes pour me les présenter avant que je ne démonte ce commissariat, brique par brique. » L'officier avala difficilement, ses yeux dartant vers le garde de sécurité armé derrière Nicolas. « Eh monsieur, vous ne pouvez pas juste entrer ici avec.
5 secondes, l'interrompit Nicolas en regardant sa montre. C'était une Patek Philippe valant plus que ce que l'agent gagnait en 3 ans. Monsieur Delacroix. Le capitaine Jean arriva en sprintant hors de son bureau, sa chemise sortie d'un côté, la sueur perlant déjà sur son front. Il glissa pratiquement pour s'arrêter devant le comptoir, à bout de souffle. Monique le suivait de près, pâle et terrifiée. Monsieur Delacroix, haleta Jean en levant les mains en signe de reddition. S'il vous plaît, il y a eu un terrible malentendu. Je suis le capitaine Jean. Nous sommes en train de rectifier la situation en ce moment même. Nicolas tourna son regard vers Jean. C'était un regard d'un dégoût si viscéral que Jean recula d'un demi-pas. Un malentendu, c'est quand un serveur vous apporte la mauvaise commande, capitaine, dit froidement Nicolas. Kidnapper 2 mineurs, leur refuser leur droit constitutionnel à un avocat et les détenir sans cause n'est pas un malentendu. C'est un crime. Et puisque cela a été fait sous couvert de la loi, c'est une violation fédérale des droits fondamentaux. Nous allons les chercher maintenant, bégaya Jean. Monique va aux cellules tout de suite. Je viens avec elle, déclara Nicolas. Ce n'était pas une demande. Il poussa le portillon battant, ignorant le panneau « Personnel autorisé ». Son équipe de sécurité bougea avec lui, une phalange de musclés de laine sombre. Juste au moment où ils atteignaient le couloir menant aux cellules, la porte de la salle de pause s'ouvrit. L'officier Stéphane en sortit, un croissant frais dans une main et un gobelet en polystyrène dans l'autre. Il riait de quelque chose qu'il venait d'entendre à la télé, inconscient de la tempête qui venait de toucher terre dans son commissariat. Stéphane s'arrêta. Il regarda le capitaine. Il regarda l'homme noir bien habillé qui fonçait dans le couloir. Il cligna des yeux. « C'est qui les civils à l'arrière, chef ?» demanda Stéphane en croquant dans son croissant. « Eh, mon pote. La salle d'attente est devant. » Nicolas s'arrêta. L'air dans le couloir sembla chuter de 20 degrés. Il se tourna lentement pour faire face à Stéphane. Il regarda le numéro de matricule sur la poitrine de Stéphane. Matricule 4922. « C'est lui ?» demanda Nicolas au capitaine Jean, sa voix dénuée d'émotion. Jean ferma les yeux une seconde, souhaitant pouvoir disparaître. « Monsieur Delacroix, allons d'abord chercher vos enfants. »« C'est lui ?» répéta Nicolas, plus fort cette fois. « Oui, » chuchota Jean. Nicolas fit un pas vers Stéphane. Les gardes de sécurité privés se tendirent, prêts à intervenir si les choses devenaient physiques. Mais Nicolas s'arrêta à 60 cm de l'officier. Il regarda Stéphane de haut en bas, l'analysant comme un spécimen sous un microscope. « Vous êtes l'homme qui a arrêté Lucas et Manon Delacroix, » dit Nicolas. La mastication de Stéphane ralentit. Le nom Delacroix fit enfin tilt dans son cerveau lent. Il regarda le costume coûteux, la puissance irradiante de l'homme, puis le visage terrifié du capitaine. Le croissant eut soudain un goût de cendre. J'ai arrêté 2 suspects pour vol de voiture, bégaya Stéphane, sa bravade s'évaporant instantanément. Il correspondait au signalement. Quel signalement ? demanda doucement Nicolas. 2 élèves modèles dans une voiture enregistrée au nom de leur père ? Avez-vous vérifié les plaques, officier Stéphane ? Le système était en panne, mentit Stéphane automatiquement, se rabattant sur sa répétition. Menteur. La voix de Monique coupa depuis le fond du couloir. Elle revenait en guidant Lucas et Manon. Les retrouvailles furent déchirantes. Manon, habituellement si posée, se mit à courir quand elle vit son père. Papa. Elle le percuta, enfouissant son visage dans sa poitrine, sanglotant de manière incontrôlable. Lucas suivait, essayant d'être le grand frère courageux, mais son visage était strié de larmes. Le calme de Nicolas se fissura une fraction de seconde. Le masque du procureur impitoyable tomba, remplacé par le père terrifié. Il enroula ses bras autour d'eux, les serrant si fort que ses jointures blanchirent. « Ça va » chuchota Théil dans les cheveux de Manon. « Je suis là. Je vous tiens. » Il se recula pour les regarder. Il scanna leur visage à la recherche de blessures. Ses yeux se posèrent sur le poignet de Lucas, où les menottes en métal bon marché avaient entamé la peau, laissant des marques rouges et irritées.
Puis il vit le bleu qui commençait à se former sur la pommette de Lucas, là où Stéphane l'avait plaqué contre la voiture. Nicolas toucha doucement le bleu. « C'est lui qui a fait ça ?» Lucas hocha la tête, incapable de parler. Nicolas se releva. Il se tourna vers Stéphane. Le changement dans son attitude était terrifiant. Le père avait disparu. Le bourreau était de retour. « Vous avez porté la main sur mon fils, » dit Nicolas. Ce n'était pas une question. Stéphane recula d'un pas, sa main dérivant instinctivement vers sa ceinture. Une erreur fatale en termes d'image. Il résistait. « J'ai suivi le protocole. »« Vous avez jeté la carte grise de ma sœur dans un fossé. » cria Lucas, sa voix se brisant sous la colère. « Vous nous avez dit que notre père pouvait venir nous chercher s'il avait les moyens de payer la caution. » Les yeux de Nicolas s'élargirent légèrement. Il regarda Stéphane, un sourire sombre jouant sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de réaliser que sa proie avait une jambe cassée. « Vous avez jeté des preuves ?» demanda Nicolas. « Je n'ai vu aucun papier. » cria Stéphane paniqué, se mettant sur la défensive. « Ils mentent. Juste un couple de gamins menteurs qui essaient de se sortir du pétrin. » Nicolas se tourna vers la femme à la mallette qui se tenait silencieusement près de l'entrée. C'était Chloé, l'avocate civiliste la plus redoutable de la région. « Chloé, » dit calmement Nicolas. « Tu as tout noté ?»« Chaque mot, monsieur Delacroix, » répondit-elle en tapotant sur sa tablette. « J'ai déjà rédigé les motions pour destruction de preuves, séquestration, coups et blessures, et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Et je dépose une assignation pour les images de la caméra piéton et les données GPS de la voiture de patrouille en ce moment même. » Nicolas se retourna vers le capitaine Jean. « Capitaine, j'emmène mes enfants à la maison, mais ne pensez pas une seule seconde que c'est fini. Je veux l'insigne de l'officier Stéphane sur votre bureau dans l'heure. S'il est encore employé au moment où j'arrive chez moi, je ne vais pas seulement poursuivre ce département. Je lancerai une enquête spéciale du parquet sur chaque arrestation que cet homme a faite au cours des 10 dernières années. Je vais auditer votre salle d'épreuves. Je vais retourner ce commissariat jusqu'à ce que je trouve la pourriture et je la brûlerai. » Jean tremblait. « Monsieur Delacroix, nous allons gérer cela en interne. »« Non, » dit Nicolas en guidant ses enfants vers la porte. « Vous avez eu votre chance de gérer cela en interne quand vous avez embauché un bigot avec un insigne. Maintenant, je vais gérer ça publiquement. » Il s'arrêta à la porte et regarda Stéphane, qui suait maintenant abondamment. Le croissant tomba au sol à ses pieds. « Profitez de votre soirée, officier, » dit Nicolas. « C'est la dernière soirée paisible que vous aurez avant très longtemps. » La résidence de la Croix était une forteresse d'architecture moderne et de chaleur, mais ce soir-là, l'atmosphère dans la bibliothèque était froide et stérile. 3 heures s'étaient écoulées depuis l'incident. Lucas et Manon avaient été examinés par un médecin privé qui avait documenté chaque égratignure, chaque bleu, et la tension dans l'épaule de Manon due à la torsion de son bras. Ils étaient à l'étage maintenant, essayant de dormir, bien que Nicolas sût que le sommeil ne viendrait pas facilement ce soir. En bas, la bibliothèque de la maison de campagne avait été convertie en salle de guerre. Nicolas était assis au bout d'une table massive en acajou. Chloé était assise à sa droite. En face d'eux se trouvait une équipe de 3 jeunes associés du cabinet privé de Nicolas, ordinateurs portables ouverts, doigts volants sur les claviers. Sur le grand écran mural, une image vidéo en pause montrait le visage de Stéphane déformé par un rictus méprisant. « On a les images de la caméra piéton ?» demanda Nicolas en buvant une gorgée d'eau. Il n'avait pas touché à l'alcool. Il avait besoin d'être tranchant comme un rasoir. « Le capitaine les a remises volontairement, » dit Chloé en faisant défiler le fichier. Jean est terrifié. Il essaie de jeter Stéphane au loup pour sauver sa propre retraite. Il sait que si tu ouvres une enquête sur tout le commissariat, il est fini. Lance la lecture, commanda Nicolas. La vidéo joua. Le son était net. Est-ce que je t'ai parlé, ma jolie ? Ferme ta bouche à moins que tu ne veuilles passer la nuit en centre de détention. La mâchoire de Nicolas se serra. Votre papa pourra venir vous chercher au poste s'il a les moyens de payer la caution. La pièce était glaciale alors que l'audio des moqueries de Stéphane remplissait l'élégante bibliothèque. Les avocats semblaient mal à l'aise.
Ils avaient déjà entendu de mauvais flics, mais le racisme arrogant et décontracté dans la voix de Stéphane était particulièrement grinçant. Pause, dit Nicolas lorsque la vidéo atteignit le point où Stéphane jetait le papier froissé dans le fossé. Là, pointa Nicolas vers l'écran. Améliorer ce secteur. L'un des associés techniques zooma. C'était granuleux mais assez clair. Une boule de papier blanc quittant la main de Stéphane et atterrissant dans les hautes herbes. Destruction de preuves, confirma Chloé. C'est un crime. Il a détruit une preuve à décharge pour justifier une fausse arrestation. Cela perce l'immunité qualifiée. Nous pouvons l'attaquer personnellement, pas seulement le département. Je veux tout, dit Nicolas en se levant et en faisant les 100 pas dans la pièce. Je veux son dossier disciplinaire. Je veux son album de lycée. Je veux savoir s'il donne des coups de pied à son chien. Creuser dans ses finances. Un flic comme ça, assez arrogant pour faire ça en plein jour. Il est sale. Il a déjà fait ça avant. Nous sommes déjà dessus, dit un jeune associé nommé David. Nous avons trouvé un message sur un forum datant d'il y a 3 ans. Une femme nommée Sarah prétend qu'un officier avec une cicatrice au-dessus du sourcil gauche a planté de la drogue dans la voiture de son petit ami dans le même district. Stéphane a une cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Trouvez-la, ordonna Nicolas. Faites-la venir ici par avion s'il le faut. Qui d'autre? Il y a 6 plaintes pour tapage nocturne contre lui à son domicile, continua David. Et c'est intéressant. Il est actuellement poursuivi au tribunal d'instance par un entrepreneur. Stéphane a refusé de payer pour une terrasse, prétendant que le travail était bâclé. L'entrepreneur dit que Stéphane a menacé de l'arrêter pour violation de propriété s'il venait réclamer son argent. Une brute en uniforme et en dehors, songea Nicolas. Bien. Nous construisons un modèle de comportement. Juste à ce moment, le téléphone de Nicolas vibra. C'était un numéro qu'il reconnaissait. Le maire. Nicolas laissa sonner 3 fois avant de décrocher. Il le mit sur haut-parleur. Monsieur le maire, dit Nicolas, sa voix lisse mais dangereuse. Nicolas, la voix du maire était nerveuse, trop amicale. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Mon Dieu, est-ce que Lucas et Manon vont? Point bien. Tu sais, si j'avais su. Si tu avais su quoi? Le coupa Nicolas. Tu aurais dit à tes chiens de ne pas mordre les gens importants. C'est ça, Robert? Allons, Nicolas, ce n'est pas juste. J'appelle pour m'excuser et te dire que le capitaine Jean a suspendu Stéphane sans solde, en attendant une enquête. Nous gérons ça. Suspendu? Nicolas rit, un son dur. Robert, tu as l'air de penser que c'est un conflit de personnel. Ce n'est pas le cas. C'est une affaire criminelle. Je tiens une conférence de presse demain matin à 9 h sur les marches du palais de justice. Nicolas, ne fais pas ça, le maire semblait paniqué. Nous avons des élections dans 4 mois. Nous n'avons pas besoin d'un scandale de profilage racial. Réglons ça discrètement. La ville paiera des dommages et intérêts. Nomme ton prix. Nicolas regarda l'image figée de Stéphane bousculant son fils. Mon prix, dit doucement Nicolas, c'est l'insigne de Stéphane. Mon prix, c'est sa retraite. Mon prix, c'est un aveu public de culpabilité du département. Et Robert, si tu essaies d'enterrer ça, j'ajouterai ton nom au procès pour conspiration visant à dissimuler des violations des droits fondamentaux. Tu n'oserais pas. Regarde-moi faire. 9 h précises. Robert, mets une belle cravate. Nicolas raccrocha. Il regarda son équipe. Le maire a peur, dit Nicolas, ce qui signifie qu'ils savent que Stéphane est un passif toxique. Ils vont essayer de lui offrir un accord pour qu'il démissionne discrètement. Nous devons nous assurer qu'il n'ait pas ce luxe. Comment fait-on ça? Demanda Chloé. On ne se contente pas de le poursuivre, dit Nicolas en se penchant sur la table, ses yeux brûlants d'intensité. Nous détruisons sa réputation si minutieusement qu'aucun service de police du pays ne l'embauchera jamais plus. Nous diffusons la vidéo ce soir. Ce soir? Chloé hésita. Si nous la divulguons avant le procès, le tribunal de l'opinion publique va plus vite que la cour supérieure. Nicolas trancha, mettez-la en ligne. Floutez les visages des enfants.
Laissez le visage de Stéphane en résolution 4K. Envoyez-la à tous les médias, tous les blogs, tous les influenceurs. Au moment où Stéphane se réveillera demain, je veux qu'il soit l'homme le plus détesté de France. Et le titre ? Demanda David, tapant furieusement. Nicolas regarda l'écran une dernière fois. Écrivez ça, un officier ignore la carte grise et arrête des élèves modèles pour avoir conduit leur propre voiture. Ils ne savaient pas que leur père était le procureur de la République. Nicolas marcha vers la fenêtre, regardant l'allée sombre où la DS-21 était toujours garée, maintenant revenue mais souillée par le souvenir. Que le karma commence, chuchota Théil. Stéphane se réveilla au son de son téléphone vibrant jusqu'à tomber de la table de nuit. Il heurta le sol avec un bruit sourd, mais ne cessa pas de bourdonner. Il était 6h15 du matin. Il grogna, se retournant dans ses draps en désordre. Sa tête martelait à cause du vin rouge qu'il avait consommé la veille, célébrant ce qu'il pensait encore être une belle prise. Il tendit la main, cherchant l'appareil à l'aveuglette. Il s'attendait à un appel du commissariat, peut-être un collègue lui disant de venir plus tôt pour des heures sup. Il plissa les yeux devant l'écran. 47 appels manqués, 112 SMS. Le dernier message venait de son représentant syndical, un homme nommé Karl, ne vient pas. N'ouvre pas la porte. Prends un avocat. C'est fini. C'est quoi ce bordel ? Marmonna Stéphane en s'asseyant. Il ouvrit son application de réseau social. La première chose qu'il vit fut son propre visage. C'était un arrêt sur image haute définition de sa caméra piéton, au moment où il se moquait de Manon Delacroix. La légende en dessous, postée par un grand média national, disait « Abus de pouvoir, un officier se moque d'une adolescente avant d'arrêter illégalement les enfants du procureur ». La vidéo avait 14 millions de vues. Elle avait été mise en ligne il y a 6 heures. Le sang de Stéphane se glaça. Il appuya sur la vidéo. Il se regarda. Il entendit l'arrogance dans sa propre voix, dépouillée du contexte qu'il s'était inventé dans sa tête. Pour le monde entier, il ne ressemblait pas à un flic dur. Il ressemblait à un monstre. Il fit défiler les commentaires. Virez-le immédiatement. Il a fabriqué l'arrestation. On le voit jeter le papier. C'est l'officier Stéphane du commissariat d'Amboise. Voici son matricule. Une panique, aiguë et dentelée, lui transperça la poitrine. Il s'extirpa du lit et courut à la fenêtre. Il jeta un coup d'œil à travers les stores de son duplex de banlieue. Il y avait 3 camionnettes de télévision garées sur sa pelouse. Une douzaine de reporters se tenaient sur le trottoir, micros braqués comme des lances. Non, 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 chuchota Stéphane en reculant de la fenêtre. Ils ne peuvent pas faire ça. Je suis flic. J'ai l'immunité. Son téléphone sonna à nouveau. C'était le capitaine Jean. Stéphane répondit, désespéré. Chef, vous devez virer ces vautours de ma pelouse. C'est du harcèlement. Delacroix a fait fuiter ces images, hein. Je veux déposer plainte. La ferme, Stéphane. La voix de Jean était méconnaissable. Ce n'était pas la voix fatiguée de son patron. C'était la voix terrifiée d'un homme coupant une gangrène de son corps. Tu es suspendu avec effet immédiat. Ne viens pas au commissariat. Rends ton arme et ton insigne aux officiers que j'ai envoyés chez toi. Ils sont à ta porte arrière. Suspendu pour un contrôle routier. Hurla Stéphane. Je ne savais pas qui était son papa. Ce n'est pas un crime. Le profilage racial l'est, Stéphane. Falsifier un rapport de police l'est. Et détruire des preuves. On a vu la vidéo. On t'a vu jeter la carte grise. J'en fis une pause, sa voix tombant dans un sifflement. Tu n'as pas juste marché sur une mine. Tu as sauté sur une bombe nucléaire. Nicolas Delacroix ne poursuit pas juste le département. Il t'a personnellement nommé dans un procès civil de 10 millions d'euros. Il s'attaque à ta retraite, ta maison, ta Renault 4, tout. Il ne peut pas toucher à ma retraite. Hurla Stéphane. Regarde les infos, Stéphane. Il a déjà obtenu d'un juge le gel de tes avoirs ce matin. Injonction d'urgence. Tu es ruiné. La ligne se coupa. Stéphane resta debout dans son salon, le silence de la maison amplifié par le murmure de la foule à l'extérieur.
Il courut à son ordinateur portable et essaya de se connecter à son compte bancaire. Accès refusé. Contacter l'administrateur. Il essaya le portail de sa carte de crédit. Compte gelé par ordonnance du tribunal. Il ne peut pas faire ça, hyperventila Stéphane, ses mains tremblant si fort qu'il renversa sa tasse de café. Elle se brisa, le liquide sombre se répandant sur le sol stratifié bon marché. Je suis la loi. Mais le véritable retournement de situation était encore à venir. Alors que Stéphane faisait les 100 pas comme un animal en cage, son téléphone portable personnel, le téléphone prépayé qu'il gardait caché dans un livre évidé, commença à sonner. Stéphane se figea. Seules 3 personnes avaient ce numéro. Il décrocha. Ouais. On a un problème, Stéphane. La voix était râpeuse, mécanique. C'était Vincent, le propriétaire d'une casse automobile 3 villes plus loin. Je ne peux pas parler maintenant, Vincent. Le monde entier me regarde. C'est bien ça le problème, claqua Vincent. Tu as attiré l'attention. Beaucoup trop. Cette DS-21 que tu as essayé de choper. Tu m'as dit que c'était une petite virée sans conséquence. Tu ne m'as pas dit qu'elle appartenait au procureur. Je ne savais pas. On s'en fout de ce que tu savais. Les fédéraux reniflent partout à cause de ce procès. Les enquêteurs de Delacroix fouillent dans chaque arrestation que tu as faite ces 5 dernières années. Ils vont trouver le schéma, Stéphane. Ils vont découvrir que chaque voiture de luxe volée que tu as mise en fourrière n'est jamais arrivée au parc de la police. Stéphane sentit la pièce tourner. C'était le secret qu'il protégeait. Depuis 3 ans, il ciblait des voitures de luxe hors du département, arrêtant les conducteurs sur des charges inventées et faisant remorquer les voitures par l'entreprise de Vincent. Les voitures disparaissaient, démontées pour les pièces, et Stéphane prenait une commission de 20%. L'arrestation des jumeaux Delacroix n'était pas juste du racisme. C'était un vol qui avait mal tourné. Il avait voulu la Citroën. Vincent, écoute-moi, chuchota Stéphane, la sueur coulant sur son visage. Brûle les registres. Fais fondre les disques durs. S'il découvre le réseau, je ne perds pas juste mon boulot. Je vais en prison pour un long moment. J'ai une longueur d'avance sur toi, dit Vincent. Mais écoute, Stéphane. S'ils viennent pour moi, je ne prends pas 20 ans pour toi. Tu as intérêt à arranger ça. Fais disparaître ça, ou je parle. La ligne se coupa. Stéphane laissa tomber le téléphone. Il menait une guerre sur 2 fronts maintenant. Devant lui se trouvait Nicolas Delacroix, l'avocat le plus puissant de l'État. Derrière lui, une conspiration criminelle sur le point de s'effondrer. Il entendit des coups lourds à sa porte arrière. Police. Ouvrez. Nous sommes là pour l'insigne. Stéphane marcha vers la porte, vaincu. Mais alors qu'il tendait la main vers la poignée, une pensée sombre entra dans son esprit. Nicolas Delacroix voulait la guerre? Très bien. Stéphane savait jouer sale. Il ne combattrait pas Delacroix au tribunal. Il trouverait quelque chose sur lui. Tout le monde avait des cadavres dans le placard. Il ouvrit la porte, remit son insigne aux 2 officiers silencieux et les regarda partir. Puis il s'assit à son ordinateur et commença à creuser. Il ne cherchait pas une défense. Il cherchait du chantage. 3 semaines plus tard, la salle de conférence du prestigieux cabinet d'avocats Delacroix et Associés était glaciale. La climatisation était réglée bas, une tactique calculée pour mettre les adversaires mal à l'aise. Stéphane était assis d'un côté de la longue table en verre. Il avait l'air terrible. Il avait perdu 7 kilos. Ses yeux étaient des cercles sombres d'épuisement. Il portait un costume bon marché qui ne lui allait pas, car ses costumes sur mesure étaient enfermés dans une maison où il ne pouvait plus entrer. La banque avait saisi son hypothèque après que le gel des avoirs lui eût fait manquer ses paiements. À côté de lui se tenait son avocat commis d'office, un jeune défenseur public débordé nommé Maître Paco. Le syndicat de police avait abandonné Stéphane dès que les rumeurs du réseau de vol avaient commencé à circuler, refusant de payer pour son avocat privé. De l'autre côté de la table était assis Nicolas Delacroix. Nicolas était impeccable dans un costume 3 pièces bleu marine. Il n'avait pas d'équipe d'avocats avec lui aujourd'hui. Il était seul. Il voulait faire ça lui-même. Une sténographe était assise dans le coin.
Une caméra vidéo était pointée directement sur le visage de Stéphane. Ceci est la déposition de Stéphane, nom de famille dans l'affaire de la Croix contre Stéphane, déclara Nicolas pour l'enregistrement. Sa voix était calme, d'une politesse terrifiante. Monsieur Stéphane, vous êtes sous serment. Comprenez-vous ce que cela signifie? Je sais ce que ça veut dire, cracha Stéphane en se penchant en arrière dans sa chaise. Il essayait de projeter de la confiance, mais sa jambe sautait nerveusement sous la table. Bien. Nicolas ouvrit un dossier épais. Commençons par le contrôle routier. Vous avez déclaré dans votre rapport que vous avez initié l'arrêt en raison de, et je cite, conduite erratique. Est-ce exact? Oui. Il faisait des écarts. Les images de la caméra embarquée montrent le véhicule maintenant une position parfaite dans sa voie pendant 5 km avant l'arrêt, dit Nicolas en faisant glisser une clé USB sur la table. Voulez-vous modifier votre déclaration? Peut-être qu'ils ont fait des écarts avant que la caméra ne le capte, mentit Stéphane. Intéressant, nota Nicolas en faisant une marque sur son papier. Et la carte grise, vous avez prétendu ne jamais l'avoir vue. Je ne l'ai pas vue. Nous avons une déclaration sous serment d'un agent de la voirie qui a trouvé les papiers froissés dans le fossé, exactement là où la vidéo vous montre en train de jeter un objet. Ces empreintes sont dessus. Vos empreintes sont dessus. Comment expliquez-vous cela? J'ai dû les laisser tomber par accident. Vous les avez froissés en boule et jetés par-dessus votre épaule par accident? Nicolas haussa un sourcil. Vous avez un bras bien maladroit, monsieur Stéphane. Maître Paco se pencha. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ça, Stéphane. Dites juste que vous ne vous souvenez pas. Je ne me souviens pas, marmonna Stéphane. Nicolas ferma le dossier. Il se pencha en avant, joignant les mains. L'atmosphère dans la pièce changea. Les coups d'essai étaient terminés. C'était l'heure du coup de grâce. Monsieur Stéphane, parlons de la Citroën DS21 Palace de 1970. C'est une voiture rare, précieuse, j'imagine, dit Stéphane en haussant les épaules. Saviez-vous, dit doucement Nicolas, qu'au cours des 24 derniers mois, vous avez arrêté 14 individus conduisant des véhicules de collection ou de luxe? Stéphane arrêta de respirer. Ses yeux dartèrent vers la caméra, puis vers Nicolas. Et saviez-vous, continua Nicolas, sa voix tombant dans un murmure de prédateur, que dans ces 14 cas, les charges ont été abandonnées plus tard, mais les véhicules ont été enregistrés comme saisis et remorqués par une société appelée Garage Vincent? Le visage de Stéphane devint gris. J'ai juste appelé la dépanneuse que le central envoie. C'est un mensonge, dit Nicolas. Il sortit un nouveau document. C'était une transcription. Nous avons interrogé Vincent hier matin. Il est actuellement en détention fédérale. Il était très impatient de passer un accord pour éviter une accusation de crime organisé. Stéphane eut l'impression de tomber. Vincent avait craqué. Vincent nous a tout dit, Stéphane, dit Nicolas, utilisant son prénom pour la première fois. Cela sonnait comme une malédiction. Il nous a parlé des SMS, des codes, de la commission de 20% que vous preniez en liquide. Il nous a dit que vous aviez arrêté mes enfants non pas parce que vous étiez juste un bigot, bien que vous le soyez certainement, mais parce que vous vouliez voler ma voiture. Maître Paco, le défenseur public, regarda Stéphane avec des yeux écarquillés. Est-ce vrai? Vous ne m'avez pas parlé d'un réseau de vol. Stéphane frappa des mains sur la table. Il ment. Vincent est un criminel. Vous allez croire la parole d'un casseur contre un sergent décoré? Je crois la parole des relevés bancaires, dit Nicolas calmement. Il tint une feuille de calcul. Nous avons tracé les dépôts en espèces sur votre compte offshore. Celui que vous pensiez caché. Ça correspond parfaitement au livre de compte de Vincent. Nicolas se leva. Il contourna la table jusqu'à se tenir juste derrière Stéphane. Vous voyez, Stéphane, vous avez fait une erreur. Vous pensiez chasser des lapins. Vous n'avez pas réalisé que vous étiez entré dans la tanière du lion avant que les mâchoires ne soient déjà refermées. Nicolas se pencha, chuchotant à l'oreille de Stéphane, de sorte que le microphone l'attrapa à peine. Je ne vais pas seulement prendre votre insigne. La police judiciaire attend dans le hall. Dès que cette déposition sera terminée, vous serez arrêté pour vol en bande organisée, racket et conspiration.
Vous allez mourir en prison, Stéphane. Stéphane bondit, renversant sa chaise. C'est un coup monté. Vous avez planté ça. Asseyez-vous. Cria maître Paco en essayant d'attraper son client. Non. Hurla Stéphane en reculant dans le coin. Il regarda la caméra, les yeux fous. Il me piège. C'est lui le corrompu. J'ai des dossiers sur lui. Je sais pour le. Stéphane bégaya. Il n'avait rien trouvé. Sa recherche de chantage s'était révélée vide parce que Nicolas Delacroix était exactement qui il semblait être. Un homme qui suivait les règles pour pouvoir détruire ceux qui ne le faisaient pas. Vous n'avez rien, dit Nicolas en boutonnant sa veste. Et vous n'êtes rien. La porte de la salle de conférence s'ouvrit. 2 agents de la police judiciaire en blouson civil entrèrent. Stéphane non, dit l'un d'eux en montrant une paire de menottes. Vous êtes en état d'arrestation. Stéphane regarda les agents, puis Nicolas. La réalisation le frappa avec la force d'un coup physique. Le karma brutal n'était pas juste de perdre un procès. C'était le démantèlement total de son existence. Il s'affaissa contre le mur, toute combativité drainée hors de lui. Il tendit les poignets. Alors qu'il le faisait marcher hors de la pièce, il regarda Nicolas Delacroix une dernière fois. Nicolas n'avait pas bougé. Il regardait simplement son visage, impassible, comme un juge regardant une sentence être exécutée. Mais l'histoire n'était pas tout à fait finie. Car tandis que Stéphane allait en prison, le système qu'il avait créé était toujours debout. Et Nicolas Delacroix avait une dernière cible. Les roues de la justice sont souvent critiquées pour tourner lentement, mais lorsqu'elles sont graissées par la fureur vertueuse d'un homme comme Nicolas Delacroix, elles broient avec un poids terrifiant et inexorable. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'incident sur le bord de la route départementale. Les saisons avaient changé, transformant la verdure luxuriante d'Amboise en un automne brun et frais. Mais la tension entourant l'affaire ministère public contre Stéphane n'avait pas refroidi d'un seul degré. Les marches du palais de justice étaient une mer chaotique de médias. Les camions de toutes les grandes chaînes bordaient les rues. Les manifestants tenaient des pancartes, « Justice pour la famille Delacroix, fin de l'impunité » et « Aucun insigne ne vous protège de la vérité ». L'atmosphère était électrique. Tout le monde savait qu'aujourd'hui n'était pas juste une condamnation. C'était un règlement de compte. À l'intérieur de la salle d'audience 4B, cependant, le chaos du monde extérieur était réduit au silence par les lourdes portes en acajou. L'air ici était frais, sentant la cire de vieux parquets et l'anxiété stérile qui imprègne les bâtiments fédéraux. Stéphane se tenait devant la barre. La transformation était absolue. L'officier fanfaron qui mâchait du chewing-gum en détruisant des vies, l'homme qui avait ri en jetant des preuves dans un fossé avait disparu. À sa place se tenait une coquille vide. Il ne portait plus d'uniforme, mais des vêtements civils simples qui flottaient sur son cadre amaigri. Il avait perdu près de 15 kilos. Ses cheveux autrefois coupés courts avaient poussé en touffe hirsute et négligée, et sa peau avait la pâleur de quelqu'un qui n'avait pas vu la lumière directe du soleil depuis des mois. Ses mains tremblaient avec un rythme qu'il ne pouvait contrôler. Il avait plaidé coupable. Ce n'était pas un choix né du remords, mais de la survie. Les preuves que Nicolas Delacroix et son équipe avaient compilées n'étaient pas simplement un dossier. C'était une avalanche. Les images de la caméra piéton, la récupération médico-légale de la carte grise froissée, les traces financières menant aux comptes offshore, et le témoignage accablant de Vincent. C'était une forteresse de culpabilité qu'aucun avocat sur terre ne pouvait briser. Le juge Pierre, siégeant au-dessus de lui, était une figure taillée dans la pierre. Il ajusta ses lunettes, regardant Stéphane avec un regard qui dépouillait chaque couche des défenses de l'ancien officier. « Monsieur Stéphane, » dit le juge, sa voix profonde résonnant dans le silence caverneux de la salle. « On vous a confié un insigne. On vous a donné l'autorité ultime de priver les citoyens de leur liberté. La société vous a remis une arme et a dit « Protégez-nous ». Au lieu de cela, vous avez utilisé ce pouvoir pour terroriser, pour voler, et pour satisfaire votre propre intolérance. Stéphane renifla, un son humide et pathétique. « Je suis désolé, votre honneur », chuchota Théil, la voix se brisant. « Je veux juste rentrer chez moi. J'ai fait une erreur. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » « Vous avez fait une erreur », répéta le juge Pierre. Les mots tranchants comme un scalpel. « Non, monsieur.
Une erreur est une faute de frappe. Une erreur est un mauvais tournant. Ce que vous dirigiez était une entreprise criminelle derrière le bouclier des forces de l'ordre. Vous avez profilé 2 enfants innocents, les avez agressés, et avez ensuite tenté de détruire leur avenir pour couvrir vos propres traces. Vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez fait un choix. Le juge tourna son regard vers le premier rang de la galerie. Nicolas Delacroix était assis là, une ancre dans la tempête. Il était impeccable dans un costume anthracite, sa posture rigide. À ses côtés se trouvaient Lucas et Manon. Il semblait plus vieux qu'il y a 6 mois. L'innocence de l'enfance avait été remplacée par une résilience lasse, mais il gardait la tête haute. Lucas portait son blouson de lycée, le même que Stéphane avait brutalisé. Manon était assise les mains jointes sur ses genoux, les yeux secs et féroces. Monsieur Delacroix. Le juge hocha respectueusement la tête. La famille souhaite-t-elle faire une déclaration avant le prononcé de la peine? Nicolas se leva. Le mouvement était lent, délibéré. Il ne marcha pas jusqu'au podium. Il resta simplement sur place, et la pièce sembla rétrécir autour de lui. Il n'avait pas besoin de microphone. Votre honneur, commença Nicolas, sa voix stable, dénuée de la colère théâtrale qu'il avait utilisée lors de la déposition. C'était la puissance tranquille d'un père qui avait déjà gagné. Mes enfants sont forts. Ils font des cauchemars, oui. Ils tressaillent quand ils voient des gyrophares dans un rétroviseur. Mais ils s'en remettront parce qu'ils savent qui ils sont. Nicolas fit une pause, laissant ses yeux dériver vers l'arrière de la tête de Stéphane. Stéphane refusa de se retourner. Mais cet homme, continua Nicolas en faisant un léger geste, n'a pas seulement blessé ma famille. Il a blessé chaque bon officier qui porte cet uniforme avec honneur. Il a souillé le concept même de justice. Il a fait en sorte que chaque citoyen qui regarde une voiture de police ressente de la peur au lieu de la sécurité. Nous ne voulons pas de ces excuses, votre honneur. Ces excuses sont une monnaie qui n'a aucune valeur ici. Nous voulons la justice. Nous voulons nous assurer que la prochaine fois qu'un jeune conduira sur cette route, il sera à l'abri des prédateurs portant la couleur de la loi. Nicolas s'assit. Le silence qui suivit était lourd, pesant sur tout le monde dans la pièce. Le juge Pierre hocha lentement la tête. Il se retourna vers le défendeur. Il prit un document, le jugement. Stéphane non, pour les chefs d'accusation de violation de droits par dépositaire de l'autorité publique, vol en bande organisée et association de malfaiteurs, je trouve que vos actions exigent la peine maximale. Stéphane arrêta de respirer. Son avocat regarda le sol. Je vous condamne par la présente à 25 ans de réclusion criminelle, déclara le juge, les mots résonnant comme le glas. Sans possibilité de libération conditionnelle avant la période de sûreté maximale. Vous êtes remis à la garde de l'administration pénitentiaire immédiatement. Le marteau tomba. Clac. Le son trancha le dernier fil du calme de Stéphane. Ses genoux flanchèrent et il s'effondra vers la table de la défense, laissant échapper un gémissement qui était à parts égales choc et désespoir. 25 ans. Hurla Stéphane, les larmes coulant sur son visage alors que 2 gardes le saisissaient par les bras. Non, s'il vous plaît. C'est toute ma vie. Pitié, monsieur le juge, pitié. Il se débattit, ses chaussures couinant sur le sol poli, mais les gardes le traînèrent en arrière. Alors qu'il était tiré vers la porte latérale, ses yeux croisèrent ceux de Nicolas une dernière fois. Il chercha de la pitié. Il chercha de la jubilation. Il ne trouva ni l'un ni l'autre. Nicolas le regardait simplement, son expression impassible. Il regarda Stéphane disparaître dans l'obscurité de la cellule de détention. Un problème résolu, une menace neutralisée, un grand livre de comptes équilibré. L'audience est levée, annonça l'huissier. 10 minutes plus tard, les lourdes portes du palais de justice s'ouvrirent et la famille Delacroix sortit sous le soleil aveuglant de midi. Le rugissement de la presse fut instantané. Monsieur Delacroix. Maître Delacroix. Justice est-elle servie? Lucas, comment te sens-tu? Nicolas les ignora tous. Il fit signe à sa sécurité de dégager un chemin. Il guida ses enfants en bas des marches en béton, fendant le bruit comme un navire fendant les vagues jusqu'à ce qu'ils atteignent le trottoir où le voiturier attendait. Le voiturier sortit de la voiture. C'était la Citroën DS 21 Palace, bleu nuit.
La lumière du soleil frappait le pare-choc chromé, le faisant briller. C'était magnifique. C'était l'objet qui avait déclenché tout ce cauchemar, l'appât qui avait attiré le loup. Un instant, Lucas hésita. Il fixa le siège conducteur. Il se souvint de la sensation des graviers s'enfonçant dans sa joue. Il se souvint du métal froid des menottes. Il se souvint de la peur de ne jamais revoir sa maison. Nicolas vit l'hésitation. Il plaça une main ferme sur l'épaule de son fils, se penchant tout près. « Ce n'est qu'une boîte en métal, Lucas, » chuchota Nicolas. « Elle n'a pas de pouvoir sur toi. C'est toi qui définis ce qu'elle signifie, pas lui. Si tu l'abandonnes, il te prend une dernière chose. Ne le laisse pas gagner. » Lucas prit une profonde inspiration. Il regarda la voiture, puis le palais de justice, puis sa sœur. Manon lui fit un petit signe de tête encourageant. Lucas tendit la main et prit les clés au voiturier. Le métal semblait frais et solide dans sa paume. « Je conduis, » dit Lucas. Sa voix était plus forte maintenant. « Conduis doucement », plaisanta doucement Nicolas en ouvrant la portière arrière pour Manon. Lucas glissa derrière le volant. Il ajusta le rétroviseur. Il mit ses mains à 10h10. Il tourna la clé et le moteur s'anima, un grondement profond de liberté qui vibra à travers le châssis. Il s'éloigna du trottoir, laissant derrière lui les reporters criants et le commissariat disgracié. Ils s'insérèrent sur l'autoroute, la silhouette de la ville reculant dans le rétroviseur. Des kilomètres plus loin, ils passèrent devant l'endroit. Le bas-côté poussiéreux près du panneau publicitaire pour l'avocat du divorce. Les graviers étaient toujours là. Le fossé où la carte grise avait été jetée était envahi par de nouvelles herbes. Lucas ne tressaillit pas. Il ne ralentit pas. Il serra le volant monobranche, jeta un coup d'œil à son père dans le miroir, et appuya sur l'accélérateur. La DS-21 bondit en avant, dévorant l'asphalte. Le cauchemar était terminé. Le prédateur était en cage et la famille de la Croix continuait d'avancer, intouchable. Et c'est l'histoire de la façon dont un officier corrompu a choisi le mauvais combat et a tout perdu. C'est un rappel brutal que la justice peut être lente, mais quand elle frappe fort. Stéphane pensait que son insigne le rendait invincible, mais il a oublié que le vrai pouvoir ne vient pas d'un uniforme. Il vient de la vérité. Si vous avez aimé cette histoire de drame à enjeux élevés et de karma instantané, s'il vous plaît détruisez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir et me permet de savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle mise en ligne. Je veux vous entendre dans les commentaires, pensez-vous que 25 ans était suffisant pour l'officier Stéphane ou méritait-il plus? Faites-le moi savoir ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.